Là, tu pars où? Au Mali, Irak, j'avais noté. Ouais. Syrie, après. Afghanistan au départ. Et c'est en Syrie, donc c'est là que tu te fais enlever. Le 6 juin 2013. Donc, voilà. Tu pars en Turquie le 4 juin, donc c'est 2 jours après. Là, tu pars pourquoi en Syrie? Qu'est-ce que tu vas vouloir montrer? En fait, c'est le juin 2013, il faut se rappeler, c'est le moment où Bachar el-Assad, son régime, utilise des gaz chimiques contre sa population. Donc c'est un sujet quand même extrêmement... Il y a 10 ans, il y avait effectivement, ça en parlait beaucoup. Donc c'est un sujet très fort. On sait que le risque que je prends est énorme, parce que la situation est très mauvaise. Mais voilà, on en discute avec mon rédacteur en chef et mon directeur de la rédaction, et on se dit, bon, bah... On sent que ça pue le pâté, hein, quand même, hein, honnêtement. Oui, avec un peu de recul, tu te dis là, il y avait... Non, mais on le sentait déjà. Je voyais, mon fixeur n'était pas chaud, il était sous pression. On n'avait pas encore vu l'État islamique, puisqu'en fait, à l'époque, l'État islamique était caché dans la structure locale d'Al-Qaïda, qui s'appelle Jabhat al-Nusra. Et au moment où je pars, c'est là qu'il y a cette scission à l'intérieur d'Al-Qaïda et où l'État islamique se crée. Donc on sent bien que ça se tend, mais on n'a pas encore totalement les infos sur ce qui se passe. Et bon, on se dit finalement, vu l'importance du risque, j'y vais, mais pas pour longtemps. Je vais juste recueillir quelques témoignages et je ressors. C'est quoi pas longtemps pour toi? Tu pars en Syrie combien de temps? Bon, je pensais y aller, je sais pas moi, 1 semaine ou 2, pas plus, quoi, ou quelques jours. Enfin, aller récupérer les témoignages et partir, hein, ce qui n'était pas non plus... en fait, je me fais choper dès que je vais passer la frontière. Donc, Mais t'es avec ton fixeur à ce moment-là? Comment ça se passe? Alors oui, c'est mon fixeur qui vient me chercher. Alors, le moment de l'enlèvement est toujours un moment délicat. Parce que c'est un moment qui est, d'un point de vue sécurité, compliqué pour les gens qui t'enlèvent. Parce que, voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est que les gars savent que je vais venir, parce qu'en fait, il se trouve que mon fixeur, qui est un très bon fixeur et qui m'avait sauvé la vie à plusieurs reprises par son courage dans les mois précédents. Parce que oui, il était fiable. Il est fiable. Il faisait son... Enfin, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance pour ce dont j'avais besoin. Oui. Il fait partie d'une grande famille sur la frontière entre la Turquie et la Syrie. Il est très connecté, etc., etc. Donc tout ça sont des avantages. Après, il est lui-même soumis à la pression de cette nouvelle organisation ultra-violente qui apparaît, et parce qu'il a une femme, il a des enfants, il a sa famille, et sur qui pèse la menace. Et quand finalement, à la sortie, le choix c'est entre menacer sa famille et moi, bon bah voilà. Donc, mais il savait que tu allais être enlevé là? On peut le penser. Ah oui. En tout cas, quand on arrive, les gars nous suivent, on a une voiture derrière, une voiture qui nous attend sur la route devant. T'es avec qui là? Toi? Alors, moi j'étais avec Edouard Elias, qui est l'autre journaliste, photographe, voilà, été enlevé. Qui a été formidable dans cette affaire. Et donc on arrive sur un petit village qui s'appelle Marea en descendant sur Alep. En plus, c'est un coin où je connaissais bien le commandant de cette zone, donc je n'avais pas vraiment d'inquiétude à cet endroit-là. Là, il y a une 4x4 qui coupe la route avec 5 mecs armés avec des calaches à bord, un qui reste au volant. Et derrière, il y a une voiture et une camionnette qui bloquent notre camionnette, qui, pareil, l'empêche de bouger, qui se mettent en position autour de notre camionnette, qui s'adresse au chauffeur, qui est mon fixeur, et qui lui dit où sont les Français. C'est là que je pense qu'il devait à peu près savoir de quoi il s'agissait. Et là, comme toujours, ils vous disent il n'y a pas de problème, on va régler. Il y a un petit truc qu'on veut vérifier, mais ça va bien se passer. Je dis ouais, c'est bon. Ils te disent... Oui, toujours, parce qu'ils veulent essayer de... Voilà. Et nous, pareil, on calme le jeu, parce que les mecs sont un peu nerveux, etc. Ils ressemblent à quoi? Ils sont cagoulés, oui, c'est des faux flics? Non, même sont pas, en fausse voiture? Enfin, dans ce cas-là, tout le monde est armé. C'est en pleine guerre, c'est le nord d'Alep, en fait, il n'y a pas de sujet de police, etc. Ça n'existe plus. Non, mais ils sont pas... Est-ce qu'ils sont cagoulés? Est-ce qu'il y a le drapeau noir? Ils sont tous cagoulés. Non, ils n'ont pas les drapeaux noirs, parce que justement, ils ne veulent pas trop que ça se voit. Tant qu'ils ne m'ont pas chopé et mis dans un endroit dont ils ont le contrôle complet, c'est pour ça que c'est toujours... La prise d'otage, le moment de la capture est toujours un moment compliqué. Donc ensuite, là, tout de suite, ils vous enlèvent vos pompes, ils vous enlèvent votre ceinture, ils enlèvent les lunettes et ils vous menottent. Ah, ils t'enlèvent les chaussures? Ouais. Pour pas que tu cours? Bah oui. Waouh, ok. Et là, ils prennent nos téléphones, évidemment.
Ils font partir notre chauffeur et nous, ils nous emmènent. Alors là, c'est la phase, toujours aussi la phase compliquée, c'est les 3-4 premiers jours où, grosso modo, ils vous apprennent c'est qui Raoul. C'est un peu dur, ils vous montrent qui c'est. Voilà. Ah, attends, juste pour comprendre, quand ils te prennent, ils te mettent quelque chose sur les yeux pour pas que tu vois où oui, tu es. Ils nous mettent des bandeaux sur les yeux. Donc là, tu sais, t'entends, mais tu vois plus. On entend tout, mais on voit plus ce qui se passe. Voilà. Et tu roules plusieurs jours. Non, là c'est quelques heures, c'est rien du tout. En fait, ils vont pas si loin que ça. Mais c'est quand même très long, des heures où tu sais pas où tu vas. Enfin, après, de toute manière, ça va durer. Pour être long, ça va être long. Ouais. Toi, tu comprends que t'es enlevé? Ah oui, ça sans aucun. Tu sais qui t'enlève à ce moment-là? Non, je ne sais pas qui enlève. Je ne sais pas si c'est le régime, si c'est un groupe, si c'est on ne sait pas à ce moment-là. Et eux, d'ailleurs, pendant les premiers jours, laissent planer le doute pour essayer. Voilà, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. En fait, pendant 4 jours, enfin 3 jours et demi exactement, on est menotté, main dans le dos, un radiateur séparé dans une pièce. Moi, ils mettent du gaz lacrymogène sur le bandeau que j'ai sur les yeux. Bah. Donc on ne peut pas se gratter. Ah là, quel enfer. Et on est... C'est de la torture, clairement. Et oui, et on est frappé. Alors, toutes les... entre 10 minutes, un quart d'heure, après une demi-heure, 1 heure, 10 minutes, de manière régulière. Voilà. Et interdiction de dormir. Ils nous appellent régulièrement ou ils viennent nous frapper. Et mais tu es où physiquement? Enfin, ça ressemble à quoi? C'est un sous-sol? Ça ressemble à rien du tout, parce que on sent qu'on rentre dans un espèce de grand hangar, parce qu'on entend que ça résonne. On monte des escaliers en béton, parce que je les sens sous les pieds, et c'est rugueux et c'est pas fini. On tourne, mais parce qu'on voit pas. Hein. Ah oui, ils t'enlèvent jamais le bandeau? Non. Donc, même quand ils t'interrogent? Ah non, ils s'en foutent. Là, il n'y a pas d'interrogatoire. Là, c'est juste attendrir la viande. Donc là, ils te frappent, mais il n'y a pas de discussion. On entend les mecs se faire torturer à côté, on entend des bruits de chaînes de gars suspendus. En fait, là, la mémoire, elle est uniquement auditive et sensorielle. Donc on monte cet escalier, on tourne, on retourne. Là, c'est là qu'Edouard est enchaîné un premier radiateur. Moi, je vais dans une pièce qui donne visiblement plus sur le hangar en bas, où j'entends les trucs. Et moi, je suis le long du mur, enchaîné à un autre radiateur. Et là, on n'a ni à manger, ni à boire pendant 3 jours et demi. Et là, le problème, c'est qu'en fait, 3 jours et demi sans boire... Ben, je croyais même que tu mourrais à 3 jours. Non, pour moi, c'était un peu la limite. 3 jours et demi, ça commence à être chaud sur les risques sur les reins, et sur le reste, et surtout, on commence à partir en vrille, à halluciner, etc. Ça, c'est un peu emmerdant. Parce qu'on se demande... Alors après, les coups, c'est marrant, les coups. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant, en tout cas, parce que quand un gars veut à la torture, on ramasse. Là, c'était dur, c'était violent, mais clairement, les premiers coups m'apprennent qu'en fait, ils n'ont pas décidé de me péter. De te tuer, tu veux dire? Ouais. Parce que ils sont forts, ils sont durs, mais ils sont encaissables. Ça pourrait être bien pire. Oui. Et donc, ils ne prennent pas de couteau, ils prennent des bâtons, des conneries, mais... Tu vois que c'est pas vital, qu'ils essayent pas Il n'y a rien de vital, voilà. Il y a juste un moment où ils font pas gaffe, parce que comme j'ai les yeux, je me prends un coup de saton fouetté dans l'œil, mais rien, honnêtement, qui puisse être... voilà, donc c'est dur, mais je me dis, tiens, il y a un espace. C'est quoi un coup de saton? Un coup de pompe, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ouais. Il te shoot dans le visage. Oui. Donc en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... en fait, ça m'apprend que finalement, on a un peu de valeur et que ça va être dur, mais qu'on a peut-être un espace. C'est le seul truc. Ça te donne un peu d'espoir, quelque part. Ça donne une indication, en tout cas. Tu peux parler à l'autre journaliste avec qui tu Alors, à un moment, oui, je le fais. C'est après, on s'en reprend plein la gueule parce qu'ils veulent pas qu'on se parle, et je le fais. Et il est à côté de toi, enchaîné, tu dis? Non, il est à, disons, 5-6 mètres. Toi, tu avais plus de bouteilles, plus d'habitude. Oui. Lui, comment il réagit au début? Est-ce que c'est toi qui le rassure? Il faudrait lui demander, mais il a été formidable. Il a vraiment été incroyable. Il avait 23 ans. Ouais. Ah oui. Il a réagi avec une force de caractère. Vraiment, mais pendant les 10 mois et demi, hein, honnêtement, j'aurais pas réussi à tenir ces 10 mois et demi de détention. On était vraiment en binôme. Après, on était menottés tout le temps ensemble, etc. Mais on a été... vraiment, il a été incroyable. En protection, en solidarité, en droiture. C'est important d'avoir quelqu'un
avec qui pouvoir tenir.